Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens. Un jour, des militants pirateront un système de navigation pour encercler de camions le domicile des actionnaires de Cruise. Ou recoderont un système de freinage pour former des bouchons sur Fisherman Wharf et en faire un drive-in improvisé où l'on regardera Thelma et Louise sur la paroi d'un ferry. Des activistes comme Safe Street Rebel à Frisco continueront à mettre des cônes orange sur les capots, ça immobilise les voitures. Des failles informatiques seront exploitées par des artivistes pour exiler les bagnoles hors des villes dans la Death Valley où elles danseront un dernier ballet sur le lac Salé. Et nous transformerons dans la foulée les parkings qui leur étaient dédiés en parcs pour enfants. Un jour, on aura des accidents magnifiques et gigantesques liés à une interopérabilité foireuse. Ou pire, des Tesla autopilotés qui feront exploser le siège social de Waymo à la Fight Club. Un jour, on résistera. Pour l'instant, on commande des robotaxis Cruise à San Francisco depuis le printemps 2023. Et on subit l'avenir, leur avenir. Alain Damasio, c'est quoi leur avenir ? Leur avenir, c'est un monde qui continue à considérer que la technologie est une forme de libération et d'émancipation de l'humain, que c'est la destination anthropologique qui nous convient, et qu'il n'y a aucune raison de ne pas continuer à produire de l'innovation technologique, de ne pas continuer à outiller nos paresses et de ne pas continuer à considérer que finalement cet horizon du transhumanisme, de l'humain augmenté est l'horizon parfait, quoi, et l'horizon en tout cas enviable de l'espèce humaine. Donc c'est ça, ouais, leur avenir, enfin l'avenir pensé par la Silicon Valley. Alors ton livre, d'habitude je vous vois, mais comme toi tu tutoies tout le monde. Ouais, je tutoie tout le monde, donc c'est compliqué. Et de toute façon, on se connaît un peu, donc on se tutoie. Ton livre Vallée du Silicium, il est vraiment bien, on va dire ça, simplement. Il est bien, il y a eu des très bons bouquins sur le système actuel, sur le capitalisme. Il y a le capitalisme de surveillance, il y a le capital algorithmique, il y a Technopole, il y a Que crève le capitalisme. Il y a plein de bouquins. Mais le tien, il a quelque chose de particulier. D'abord, il est animé par ton talent et ton regard de romancier, d'artiste. Et en même temps, tu as une vision plus anthropologique. Tu décris pas le système en quelque sorte comme observateur, même si tu étais un observateur, mais en essayant d'analyser ce que ça fait au corps, ce que ça fait aux gens. Et donc, leur futur, tout de suite, tu vas sur l'espèce. Et c'est peut-être, et donc tu as un point de vue presque anthropologique, et c'est leur point de vue. C'est-à-dire qu'on analyse trop le système comme un système et pas comme une conception de l'humain, une conception d'humain qui est en train d'être transformée par la technologie. Oui, mais moi tu vois, ce qui est frappant, et je ne l'ai pas du tout conçu comme ça et vu comme ça au départ, c'est que, effectivement, je pense que tu as raison, pour moi c'est un livre d'anthropologie, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une réflexion sur qu'est-ce que l'espèce humaine devient, qu'est-ce que la technologie fait à l'espèce humaine, et comment la Silicon Valley envisage l'espèce humaine sous le paradigme technologique, quoi. Donc c'est finalement ça que je pose dans ce bouquin, mais je ne l'avais pas du tout mentalisé ou rationalisé comme ça au départ. C'est plus en remontant par induction à partir des observations, des attitudes des gens, des comportements que tu vois dans la rue, et des discours aussi que portent ces cadres supérieurs de la Silicon Valley, que j'en suis arrivé à ça. Et je pense aussi que c'est en réalité une influence de Baudrillard très forte, puisque Amérique, son petit livre, il m'avait accompagné en 92 quand j'y étais allé. En 92, j'avais fait 1500 km à vélo comme ça pendant 3 semaines dans les parcs américains, et c'était ma petite bible, le Amérique de Baudrillard. Et là, je l'ai repris quasiment 30 ans après. Et j'ai été aussi frappé, et je pense que c'est une grosse influence sur ces chroniques. Au départ, je m'étais dit, je vais faire des chroniques littéraires. Et puis ça tirait vers l'essai, et ça tirait en fait vers l'essai anthropologique parce que c'est ce qu'on voit. Voilà, c'est ce qu'on voit sur place, quoi. Ouais. Et l'anthropologie, c'est l'humain, ou l'H avec un grand homme en tant qu'espèce. Et la question du corps est fondamentale, en fait. Voilà. Non, sur le corps, c'est marrant parce que j'avais jusqu'ici une vision assez simple de ce que faisaient les GAFAM du corps. C'est-à-dire, je me disais, parce que j'avais lu aussi sur le transhumanisme, eux, ils ont ce mot terrible, et ils disent le corps, c'est meat, c'est la viande. Voilà. C'est la viande. Ça veut dire que c'est un corps qui est plus rigué, qui est plus nerveux, dans lequel le système nerveux ne passe plus. C'est une chair morte. Et ce qui compte, c'est le système nerveux central. C'est-à-dire, c'est la boule de neurones, et c'est un peu comme dans Ghost in the Shell, quoi. C'est le fantôme, la tête. Ghost in the Shell. Ouais, le fantôme dans la coquille, dans la carapace, en fait. C'est-à-dire que l'âme serait à l'intérieur des robots. Mais dans ce manga, ce qui est génial, c'est que tu
tu vois sortir de l'eau, en fait, juste une tête humaine et pendre de la tête la colonne vertébrale, donc vraiment le système nerveux central, avec les câbles, en fait, avec effectivement, uniquement les nerfs, quoi. Et pour moi, c'est un peu la vision. Enfin, c'est le mythe de ce que serait l'espèce humaine, son caractère différenciant. On est juste cette boule de neurones et on est juste ce système nerveux. Le reste, la chair, le corps, j'ai envie de dire les muscles, toutes les sensations, tout le côté sensuel, est pas intéressant pour eux parce que ça véhicule pas une information, en tout cas pas une information exploitable dans leur régime. Et du coup, cette conception du corps, elle est complètement désinvestie, complètement désaffectée. C'est un corps que tu vas utiliser pour courir, pour faire du fitness, c'est-à-dire juste pour maintenir en forme, parce que en te maintenant en forme, le cerveau peut fonctionner et le système d'information peut fonctionner. Et même la conception du cerveau qui est complètement débile d'un point de vue neurologique, d'un point de vue biologique, c'est-à-dire de le considérer comme un câblage informatique, ça vient d'une incompréhension complète de ce que le corps peut faire, quoi. Voilà. Ton corps est une machine dans leur conception ? C'est un corps machine, et c'est surtout un corps désinvesti, c'est un corps désaffecté, c'est un corps qui ne sert à rien, quoi. C'est un corps qui n'est pas opérant dans le système de la performance, dans le système de l'échange informatique, dans le système technologique, quoi. C'est un corps qu'on doit laisser assis sur un sofa ou un canapé, qui doit être déplacé par une voiture autonome. Tu vois, tu prends l'Apple Vision Pro, là, quand Apple sort son casque de réalité mixte. Ce qui est génial, c'était un clip magnifiquement fait en termes marketing de 9 minutes. Mais si tu le regardes juste en zoologue, moi j'adore ce que dit Nietzsche quand il dit « Regardez l'espèce humaine comme un zoologue regarde les espèces animales ». C'est-à-dire, interrogez-vous sur la façon dont l'espèce s'alimente, dont l'espèce habite, dont l'espèce se reproduit, tu vois. Et vous aurez une vision de l'humain qui sera beaucoup plus riche et intéressante. Et quand tu fais ça, par exemple sur ce clip, qui est donc un horizon enviable posé par Apple sur nos existences futures, et ben tu vois des corps sur les canapés. Des fois debout, mais qui ne bougent pas, puisqu'ils sont en train d'agiter les applis. Donc ça, c'est effectivement un morceau de viande. Voilà, c'est un morceau de viande climatisé, c'est un morceau de viande qui est toujours à 20 degrés. Et pour maintenir le morceau de viande à 20 degrés, il va falloir dépenser énormément d'énergie, quoi. Parce que soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid, mais on est dans la climatisation, c'est-à-dire que le climat lui-même a été domestiqué pour que ce corps-là n'ait plus besoin de faire le moindre effort pour pouvoir se tenir assis sur un fauteuil, quoi. Donc cette vision du corps-là, elle est pour moi extrêmement intéressante parce que en le désinvestissant, on rentre dans ce que j'appelle le décor, quoi, voilà, avec ce jeu de mots que je fais en l'appelant CORPS. Mais ce décor, c'est le corps qu'on ne sent plus, qui n'a plus d'existence, qui ne te sollicite plus, parce qu'il est parfaitement mis dans un état de conservation à 20 degrés, d'absence de mobilisation émotionnelle, affective, Et du coup, comme il commence à disparaître, comme il commence à s'évanouir, eh ben, tu as besoin de le retrouver ou d'aller le rechercher par ce fameux raccord technologique qui est le monitoring, quoi, qui est le fait de quantifier, de porter des bagues, des bracelets, des montres qui vont te donner ton temps de sommeil paradoxal, ton temps de sommeil léger, ton temps de sommeil profond, qui vont te donner une note de sommeil en te levant comme si tu étais plus capable toi-même d'évaluer si tu es fatigué, si tu es en forme, si tu as bien dormi, etc. Et puis, sur chaque élément de ton quotidien, tu as le pouls, la tension, la fièvre, etc. Donc, si tu veux de monitorer ce corps, tu as besoin de ce raccord technologique pour te réapproprier un corps qui, de toute façon, a été très largement désinvesti, quoi. Voilà, moi, c'est ma perception. Ouais. Ça me vient à l'esprit, même si dans Vallée du Silicium, la question de la planète, appelons-la comme ça, est peu abordée. Mais en fait, cette mise à distance du corps, c'est même pas cette mise à distance, cette conception machinique et matérielle du corps, c'est aussi celle de la planète. Et dans le corps, j'entendais, il y a toutes les fonctions du corps, mais il y a la caresse notamment. Parmi les 1000 choses qu'on peut faire avec le corps, les 10 000, les 100 000, les 1 million de choses qu'on peut faire. Et de la même manière, la biosphère est une enveloppe sur la planète, extrêmement mince et qu'il faudrait caresser au lieu de la brutaliser. Quelle est la conception de ces gens de la planète Terre? Moi, de ce que j'ai perçu, et j'étais frappé quand même par ça, c'est-à-dire que le degré de conscience écologique m'a paru super faible, quoi. Voilà. Il m'a paru super faible déjà par le faible nombre de magasins, par exemple bio, quoi, ce qu'ils appellent organique, quoi. C'est-à-dire par le manque d'attention à l'alimentation. Elle émerge à cause du fitness, etc. Mais malgré tout, la malbouffe est ultra dominante. Et dès que tu rentres en zone rurale, c'est hallucinant.
Moi, une des expériences, j'en parle pas dans le livre, mais une des expériences les plus frappantes de tout le séjour, c'est qu'on va dans un c'était pas un McDo, c'était comment ils appellent ça, un Burger King, vraiment pas loin de la Death Valley. Et là, tu rentres dans un autre monde. C'est-à-dire, nous, on a des McDo, etc., mais on comprend pas, en fait. C'est-à-dire que tu as des gens d'un niveau d'obésité qui est invisible en France. Tu ne vois pas des gens aussi gros en France. C'est-à-dire que c'est même plus de l'obésité. C'est les chairs débordent, ruissellent de partout. On te demande de prendre un verre de limonade, par exemple, et on te dit small, medium ou... Et le small, il est déjà d'ordre quasiment d'1 litre, quoi. Tu vois, et le XL, il est, je sais pas, il faudrait une bouteille pour le remplir. Enfin, c'est colossal les tailles, quoi. Et pareil pour les frites, pour tout. C'est-à-dire qu'une espèce de malbouffe totale qui est. Et donc, quand t'es là-dedans, tu sais déjà que la prise de conscience par rapport à la planète, par rapport à l'élevage, par rapport à ce qu'il faut pour produire de la malbouffe comme ça, elle est totalement inexistante. Après, ils sont dans une climatisation permanente, de tout, comme ça devient la même chose en France. Hein, mais donc, on ne supporte plus aujourd'hui d'avoir un corps qui descend en dessous de 20 degrés ou qui passe au-dessus de 25 degrés. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans cette espèce de seuil-là, et rien que maintenir un corps humain sur la planète à ces températures-là en permanence, c'est une dépense énergétique complètement dingue. Ça ne pose souci à personne. Enfin, voilà. Moi, personne ne m'a parlé d'écologie là-bas, tu vois. C'est en tâche de fond. Mais je pense qu'il y a un retard américain, tu vois. Autant on a un retard, je pense, de 10 à 15 ans technologiquement sur les prototypes qu'ils utilisent, sur les pratiques grand public des technologies, sur, par exemple, les lunettes connectées, les bracelets connectés, etc. Tu vois un écart de 10-15 ans. Autant ils ont un écart de 10-15 ans, eux, sur la perception écologique qu'on a en France, quoi. Alors, donc ça, c'est assez flippant, quand même. Ouais. Sauf que c'est un retard, sauf que eux pensent être dans le futur. Ils font le futur. Et même dans cette désincarnation du corps, en fait, c'est l'idée que l'esprit est tout, et l'esprit n'est qu'un amas de neurones, et que les machines, l'intelligence artificielle va arriver à un niveau supérieur à l'esprit humain, et que donc l'espèce va hybrider avec les mais alors, on va parler de ça, de la superintelligence, de ce mythe de la superintelligence aussi, et de l'émergence d'une IA qui serait capable de tout gérer. Mais tu vois, pour en revenir à cette dimension écologique, ce qui est ultra intéressant, c'est ce que tu pointes, c'est-à-dire que ils se vivent dans le futur. Pour eux, ils marketent, vendent, développent un produit unique qui est le futur. Ça, c'est très clair quand tu vas là-bas. C'est que tu dis, en fait, leur boulot, leur matière, c'est même pas la technologie, c'est le futur. C'est préempter le futur. C'est préempter la façon dont on va vivre dans le futur. Et plus tu as ce coup d'avance, plus tu peux prédéterminer les comportements, les pratiques, les usages qui vont être utiles pour que le capitalisme continue à générer une masse colossale de profits. Et je pense que là, le futur, on en parlera, c'est vraiment l'IA personnalisée, c'est l'IA intime, c'est l'IA adaptée à toi et avec laquelle tu vas vivre en interlocution permanente. Je pense que c'est ça vraiment qu'ils sont en train de préparer, et c'est la logique, enfin c'est le point d'horizon logique de ce qu'ils font. Mais tu vois, si je reviens au corps et la planète, je pense que ton lien il est hyper intéressant, c'est-à-dire de dire la façon dont on traite nos corps individuellement et l'analogon de la façon dont on traite aussi la planète. Toi, tu parles du toucher, ce qui est incroyable dans ce monde-là, et tu t'en rends compte, c'est que moi je dis c'est une vie passée à caresser une vitre. Quand on utilise le smartphone, c'est une vie passée à caresser une vitre. C'est-à-dire que le toucher est réduit à des surfaces lisses et il n'y a pas d'aspérité. Il n'y a pas de chose qui va te perturber dans le toucher. Un clavier, on le dit jamais assez, mais un clavier, c'est des touches de plastique lisse, tiède. Tu vois ? C'est-à-dire que tous les touchés qu'on est obligé de faire, même par rapport à la souris, même par rapport ils sont faits sur une dimension charnelle totalement désinvestie. Tu vois ? Ça accroche pas. Moi, une des choses qui m'a frappé le plus, quand je suis arrivé de ce fameux centre du monde, puisqu'ils se vivent comme ça, et ils ont raison de le penser, puisqu'ils formatent, configurent le monde quotidien dans lequel on vit. La Silicon Valley. Ouais, la Silicon Valley. Quand tu arrives à l'Apple Center, l'Apple Center du One Infinity Loop, tu vois, qui est vraiment l'Apple Center, la mecque du Mac. Et moi, je l'ai abordé vraiment, là, pour le coup, comme un designer ou un architecte. Tu rentres dans cet espace entièrement vitré, et tu vois ce design lisse partout, et qui est sur une grammaire de forme extrêmement cohérente, qui est ce rectangle à bord arrondi, lisse, et les tables ont cette forme-là, les vitres ont cette forme-là, les portes ont cette forme-là, les murs ont cette forme-là. C'est toujours le rectangle à forme arrondie, et c'est l'incarnation du Macintosh, des iPhones, des iMac, des MacBooks, etc. Et tu te dis, c'est quand même fondé sur une espèce de conjuration du rugueux, du râpeux, de la matière, de
d'un bois qui serait plein d'éclisses, c'est une conjuration aussi du chamarré, c'est-à-dire que toutes les couleurs sont unies. On ne veut pas métisser, on ne veut pas chamarrer, etc. Donc, dans cette conception du design à la Steve Jobs, il y a un truc, pour moi, très protestant, très puritain, tu vois, où on pacifie le design, on élimine tout ce qui peut avoir du grain, tout ce qui peut être... Et ça, c'est une conjuration de la sensualité aussi et du charnel, quoi. La tu vois. conjuration au sens non pas d'assemblage de volonté, mais de mise à distance. De mise à distance, ouais, complètement. On met à distance la possibilité même qu'il y ait un toucher qui soit habité, en fait. Hein, tu vois, c'est... Et ça, c'est très frappant. Ouais, c'est vraiment très frappant dans Apple, hein, où il y avait sur Steve Jobs. Je pense que Steve Jobs est peut-être de tous les chefs d'entreprise celui qui a imposé une marque spirituelle la plus forte dans les produits et dans la façon d'envisager le design et les pratiques. Et il a laissé cette marque, et c'est très intéressant de l'analyser, je trouve. Spirituel, c'est-à-dire ? C'est-à-dire de dire, on essaye de se porter, et ça, moi, c'est un des apports du dialogue que j'ai eu avec Fred Turner, qui est un sociologue de la Silicon Valley, qui est génial. Il m'a dit, il reste du puritanisme cette idée que ce qui compte, c'est la matière-lumière. C'est-à-dire qu'on doit être le plus proche possible de la lumière. La lumière, évidemment, assimilée à Dieu, ou à la connaissance, ou à la sagesse, mais pour eux, en l'occurrence, à Dieu. Et il dit qu'il y a une proximité latente, ou en tout cas sous-jacente à la lumière, qui est hiérarchisée dans la Silicon Valley, qui va jamais être dite, qui est pas explicitée, mais qui pour lui est très claire. Tu vois ? Et il dit, en fait, plus tu es proche de la lumière, plus tu es donc dans l'immatérialité, d'où effectivement les fibres optiques, d'où le monde virtuel, d'où le numérique, etc. Et il dit, les plus proches de la lumière, c'est les hommes blancs. Tu vois ? En plus, il joue avec la couleur et la blancheur du truc. Il dit, c'est les hommes blancs, c'est les fameux WASP. Et c'est les hommes. White Anglo-Saxon Protestant. Voilà. Et il dit, les hommes avant les femmes, il dit pourquoi ? Parce que la femme, elle enfante, parce que la femme, elle est dans la chair, elle sort de son bide, cette espèce de boule de chair et de sang qui est le bébé. Donc elle est un peu plus loin de cette immatérialité, tu vois. Et après, un peu plus loin aussi, il y a les Noirs, tu vois. Parce que les Noirs, ils étaient dans les colonies et on les exploitait. Et il y a le corps des Noirs. Et eux, en plus, ils sont noirs, donc ils sont un peu plus loin de la lumière, ils sont pas, tu vois. Et il dit, ce racisme-là, ce sexisme-là, il est un peu endémique, il est un peu sous-jacent, il va jamais être manifesté. Tu le vois très nettement, hein, parce que effectivement, les vigiles, les concierges, les femmes de ménage, etc., sont des latinos ou des blacks. Que à la Silicon Valley, 90% des cadres supérieurs, c'est soit des Asiates, soit des Européens, tu vois. Et c'est 80% des mâles, tu vois. Donc, malgré le côté universel, malgré le côté ouvert que défend l'Amérique, c'est quand même un monde construit par des gens qui ont qui ont un certain statut social, évidemment, qui ont une certaine origine raciale, qui ont un certain sexe, et ça se traduit aussi dans le... Donc, ces biais-là, ils sont intéressants aussi à comprendre. Mais en tout cas, l'aspect spirituel, c'est de se dire, plus tu vas dans l'immatériel, plus tu vas vers la lumière, plus tu vas vers ce qui est enviable. Et je pense que dans Steve Jobs, il y a ce côté très protestant, très épuré, qu'on voit dans son design. Ouais. Reporter, le quotidien de l'écologie. Alain Damasio, tu écris, dans Vallée du Silicium, page 121, « J'ai eu le sentiment qu'une nouvelle espèce de sapiens arrive. » Sapiens de Homo sapiens sapiens. Citation Yuval Noah Harari. Au XXIe siècle, écrit-il, ceux qui prennent le train du progrès acquerront des capacités divines de création et de destruction. Qui reste à la traîne sera voué à l'extinction. Plus loin. Il y aura une petite élite privilégiée d'humains augmentés. Ces surhommes jouiront de capacités inouïes et d'une créativité sans précédent, ce qui leur permettra de continuer de prendre des décisions les plus importantes du monde. Ils rendront des services cruciaux au système qui ne pourra ni les comprendre ni les gérer. Mais la plupart des humains ne seront pas augmentés et formeront donc une caste inférieure, doublement dominée par les algorithmes informatiques et par les nouveaux surhommes. Eux aussi sont dans une anthropologie, c'est-à-dire qu'ils imaginent une évolution de l'espèce humaine où ils prennent le parti que les humains à l'heure actuelle ne seront pas tous dans cette nouvelle espèce. Il y a en fait un phénomène d'exclusion extrêmement brutal, violent, philosophique, qui se joue. Ouais, et qui est complètement naturel pour eux. C'est-à-dire que c'est
c'est déjà ce qui se passe d'un point de vue du statut social, des capacités de déplacement, puisqu'ils se déplacent. Moi, on m'a expliqué là-bas, si à partir de 20 millions de dollars de richesse, tu te déplaces en jet. Et c'est le vrai premier marqueur. Le marqueur, c'est 2 millions de dollars, tu as ta villa à San Francisco, 20 millions de dollars, tu as ton jet et tu vas te déplacer en Bourgogne pour 4 jours, aller boire des bons vins avec tes potes. Donc, si tu veux, cette espèce d'élitisme absolu et de différenciation, elle est totalement là. Après, ils vont l'appliquer, effectivement. Pour moi, c'est juste un décalage, quoi. Tu vois, ils l'appliquent à l'espèce humaine au sens où, effectivement, ces innovations technologiques, elles vont bénéficier à eux. Je pense qu'aucun d'entre eux n'a la moindre velléité de penser que ça va être universalisé, que le transhumanisme va être universalisé, que le transhumanisme... Il n'y a que nous qui pensons ça, parce que nous, on a l'espèce de pulsion égalitariste française ou européenne, qu'ils n'ont absolument pas. Moi, c'est une des premières choses que j'ai appris là-bas, c'est-à-dire que quand tu parles de la contre-culture hippie qui a effectivement construit aussi la Silicon Valley, puisque c'est à partir des années 70, et par cette contre-culture... et par cette idée qu'on va s'émanciper par les drogues, mais aussi par la technologie, par les machines, etc., et qu'on va s'accroître, qu'on va s'augmenter par ces choses-là. C'est-à-dire que l'espèce humaine va vivre des expériences nouvelles, plus riches, plus grandes, à la fois par la médication, les drogues, mais aussi par la techno. C'est le cyberpunk qui naît dans ce cadre-là. Tu vois, Mais ce que dit super bien Fred Turner, c'est qu'en réalité, nous, on a tiré la contre-culture et on reste structuré autour de la notion d'égalité. Nous en France, nous en France, Europe. Voilà. Nous en France et en Europe, mais vraiment en France, je pense que c'est encore extrêmement fort. Eux, ils sont structurés autour de la libération individuelle. Tu vois ? Pour eux, la contre-culture, c'était on va se libérer individuellement des normes sociales qui étaient très fortes aux États-Unis dans les années 50-60, nos normes morales notamment, et on tire vers le libertarisme, tu vois. C'est-à-dire qu'on va utiliser aussi le technocapitalisme pour faire ce qu'on veut, quoi, et supporter aucune règle étatique. Donc, tu vois, il y a quand même... C'est-à-dire que moi, j'avais tendance à assimiler en disant culture hippie, oui, c'est comme nous, mais 68, etc. Mais il y a une bifurcation d'emblée sur un degré d'individualisme beaucoup plus fort aux États-Unis qu'en France. Et ça, c'est la première chose qui m'a frappé là-bas. Et là, c'est une approche d'écrivain, j'ai envie de dire, en tout cas, c'est une perception d'écrivain. C'est un sentiment que les gens sont dans leur monade, leur techno-cocon, leur individualisme de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée et beaucoup plus distanciée des autres qu'on l'a ici en France. Et pourtant, tu prends Paris, je te dis, moi Paris, je trouve que c'est une ville assez glacée et tout, mais malgré tout, on reste des latins. Il y a une convivialité, il y a des échanges, il y a des liens, il y a quelque chose qui frotte. Là-bas, tu sens des espèces de particules, de molécules individualisées qui vont effectivement communiquer par le réseau, mais il y a beaucoup plus de froideur, il y a beaucoup plus de distanciation que nous. Et cet individualisme étant extrêmement puissant, extrêmement fort, extrêmement incarné, il n'y a aucun problème pour eux à imaginer un transhumain qui va s'adapter à une très très petite élite. Voilà. Moi, je crois absolument pas au délire là que tu me cites de dire que cette élite, grâce à ces augmentations, dominerait ou surdominerait le monde. Je pense qu'il y aura des effets pervers colossaux de façon neurologique, de façon médicale, de façon corporelle. C'est-à-dire le corps va résister, le corps va être abîmé par toutes ces technogreffes. Donc je ne crois pas du tout qu'on arrivera à quelque chose de... Alors évidemment pas plus intelligent, ça c'est certain, parce qu'il manquera l'intelligence justement relationnelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du lien, qu'ils n'ont absolument pas. Tu vois, ce qu'on m'a dit de Zuckerberg par exemple, c'est que c'est des sociopathes, hein. C'est des gens qui ont une vraie difficulté à tisser au niveau humain. Il y a un gars qui avait bossé avec tout le board de Facebook, qui est maintenant Meta, et il me disait, il y a une certitude par rapport à ces gens-là, c'est qu'ils ont un problème très net avec la relation humaine. C'est des gens qui ont du mal à bâtir et à construire des relations humaines, quoi. Mais ils ont le pouvoir. Est-ce que le technocapitalisme nous fait la guerre ? Moi, je pense pas qu'il fait la guerre au sens où il aurait une volonté politique d'exercer un pouvoir sur les populations. Ça reste un système parfaitement pragmatique, ça reste un système totalement fondé sur le faire et l'action, et dont le seul objectif reste la maximisation du profit. C'est un système qui, de façon immanente, est construite sur la maximisation du profit. Et si la maximisation du profit implique un certain nombre de manipulations comportementales, implique comme ils l'ont fait magnifiquement, de designer la dépendance, d'utiliser tous les biais cognitifs de l'humain, tous les biais comportementalistes, psychologiques, tu vois, les fameux fear of missing out, les fameux besoins de complétude, la boîte de Skinner où tu vas
créer des rétributions aléatoires qui favorisent un cycle dopaminique qui va te scotcher à l'application ou à la plateforme. Si tout ça a besoin d'être utilisé ou prouve son efficacité dans le temps que les gens vont passer sur les plateformes et donc dans les profits générés, ils l'utiliseront. Mais c'est pas au sens d'une guerre que tu vas faire contre les gens. C'est au sens de qu'est-ce qui peut générer vraiment le maximum de fric, quoi. Voilà. Et quand on parle de, tu vois, parce que derrière on parle des idéologies de la Silicon Valley, le long-termisme, le transhumanisme, etc. Moi, mon sentiment, c'est que ça vient toujours après. C'est des systèmes de justification après coup. En réalité, tous les gens sont mobilisés, tous les venture capitalistes sont mobilisés, toutes les startups sont mobilisées sur quel va être le nouveau produit, la nouvelle innovation, le nouveau service qui va faire le maximum de blé, quoi, tu vois. Mais ça crée des effets collatéraux absolument dévastateurs. Voilà. Et c'est aussi des enjeux de pouvoir, c'est-à-dire que ah oui, bien sûr, ouais. Leur vision du futur leur donne un pouvoir énorme, ils influencent les États, le projet technocapitaliste est devenu celui de la majorité des États, et pour aller loin, on voit même que, et c'est ce que Technopolitique raconte bien, mais on peut le voir concrètement, c'est la militarisation progressive de ce technocapitalisme, aussi bien par la répression contre la société civile que par des effets de guerre. Et là, ce qui se passe en ce moment à Gaza, en ce début d'année 2024, est absolument crucial. Ouais. Et ce que l'on vient d'apprendre, c'est que l'armée israélienne utilise l'intelligence artificielle pour systématiser son ciblage et sa destruction de corps palestiniens qui sont totalement liés en tant qu'espèce quasiment mais qui sont liés en tant qu'espèce, qui sont totalement déshumanisés, qui sont pour moi ce que fait Tsahal à Gaza, c'est très clairement un processus de déshumanisation absolue, bien sûr, des corps palestiniens, des subjectivités palestiniennes, des vies palestiniennes, des familles palestiniennes, mais c'est aussi utiliser cette espèce de... moi j'ai beaucoup lu aussi sur les IA et la façon d'utiliser les IA, c'est-à-dire que les IA sont paramétrées pour être capables de faire, par exemple, 300 morts civiles innocentes pour taper un combattant du Hamas important. Sur les combattants qu'ils considèrent comme secondaires, ils ont réglé la machine pour faire 20 victimes innocentes, tu vois. Mais le fait simplement de pouvoir paramétrer aussi froidement, de façon aussi glaciale, le fait de tuer autant d'enfants, de femmes, etc., qui n'ont absolument rien demandé, simplement pour toucher des combattants qui de toute façon vont se reconstituer. Il y a une aberration absolue dans cette rationalisation-là. C'est-à-dire que c'est une fausse rationalisation. Mais en tout cas, effectivement, l'IA peut à certains moments être parfaitement utilisée pour des motifs de guerre, tu vois, et en plus pour multiplier les cibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent tuer beaucoup plus et bombarder beaucoup plus grâce à l'IA qu'ils utilisent, quoi, par rapport à avant. Mais si tu veux, moi je reviens à la Silicon Valley. C'est vraiment important de se dire. Il y a effectivement des effets de pouvoir qui sont colossaux. Mais ces effets de pouvoir, ils viennent d'une idéologie centrale et fondamentale qui est la maximisation du profit. Voilà. Ils veulent faire le maximum de fric. Donc, faire le maximum de fric, c'est aussi avoir le maximum de clients. Quand tu as Facebook, et là, ils sont à 3,9 milliards, je crois quasiment 4 milliards d'utilisateurs. Si tu prends Instagram, si tu prends WhatsApp, si tu prends Facebook, ils arrivent quasiment à 4 milliards. Quelle boîte dans le monde, quel produit dans le monde, même Coca-Cola, même machin, a touché autant de gens dans l'histoire humaine? Aucun. Je pense qu'on n'a jamais atteint des tels niveaux de couverture de marché, des tels niveaux de monopole de marché que maintenant. Tu vois, ça, et donc, là, tu as raison de dire que le pouvoir, il est colossal. Mais c'est un pouvoir, encore une fois, moi je trouve anthropologique, ça c'est un pouvoir sur les usages, c'est un pouvoir sur les pratiques, c'est un pouvoir sur la gestuelle, c'est-à-dire c'est la façon dont on utilise un téléphone portable a été construit par ces gens-là, quoi. Le swipe, la caresse, le fait d'être constamment sur cette vitre, tout un ensemble de circularité des gestes, le fait d'être plié sur son smartphone, le fait d'être courbé sur son MacBook, etc. Toute cette gestuelle-là, elle vient d'une constitution qu'ils ont mis en place, quoi, tu vois. Donc, toute l'algorithmie, tout le fait que la gestion de notre temps a été resaturée alors que les machines étaient censées libérer notre temps, tout ça vient d'eux, quoi. Donc, moi, c'est plus l'impact anthropologique que militaire ou sécuritaire. Bien sûr, ça sera récupéré par les armées, bien sûr, c'est récupéré par les polices, etc. Mais pour moi, c'est récupéré en quelque sorte après coup. C'est-à-dire, c'est des pouvoirs établis qui vont récupérer ces outils pour leurs propres besoins, pour leur propre volonté de pouvoir. Mais la façon immanente dont ça a été construit, elle est beaucoup plus importante pour moi parce qu'elle touche les quotidiens de tous les citoyens, tu vois. Ce que ça nous fait là aujourd'hui d'avoir le smartphone sur la table, c'est, tu vois, en l'occurrence on l'a pas,
c'est quelque chose qui naît de leur construction. Après que les pouvoirs récupèrent les choses, bien sûr, quoi. Tu vois, les pouvoirs établis vont toujours récupérer les outils. Mais c'est plus ce que ça nous fait, nous, comme citoyens et comme humains, qui m'intéresse, moi. Ouais. Alain Damasio, ce qui émerge de ton bouquin, et je crois de ton livre, Vallée du silicium, et que tu dis, c'est cette tension entre la peur et la liberté, entre la sécurité, l'exact antipode de la liberté des 70s, des années 70. C'est une sécurité totalitaire et maladive face à laquelle nous sommes sans argument. Et plus loin, tu dis, est-ce qu'il est devenu si obscène de parler de liberté ? Est-ce que c'est pas ça une des tensions les plus fortes du monde à l'heure actuelle, en tout cas ? Moi, je trouve que c'est marrant parce que ça a été complètement invisibilisé là depuis je sais pas, 15-20 ans. Avant, c'était un tenseur philosophique très clair et sociologique très clair de dire sécurité-liberté. Où on se situe sur cette espèce de droite et dans quelle mesure on va favoriser effectivement des pratiques libres, émancipatrices, ouvertes, etc. par rapport à des pratiques qui sont crispées, sécuritaires, identitaires. Ce tenseur-là, je trouve qu'on l'a soigneusement enfoui. Mais on l'a soigneusement enfoui parce que les logiques sécuritaires l'ont emporté, vraiment, sur les dernières années. Et ça explique tout le décalage, pour moi, du spectre politique en Europe et même pas mal d'endroits dans le monde, vers la droite. C'est-à-dire que... Et ça, pour moi, c'est encore un phénomène anthropologique. C'est-à-dire que, pour moi, l'espèce de logique immunitaire, hygiéniste qu'on a appliquée au corps, l'espèce de logique de climatisation des corps, de protection des corps, etc., aboutit à la sensation que tout devient dangereux. Plus tu es protégé, plus tu te protèges, plus le technococon devient épais, plus tu filtres tes rapports aux autres, plus la moindre intrusion, la moindre agression, le moindre harcèlement, la moindre confrontation à l'altérité te paraît problématique, te paraît difficile. Et donc, plus tu vas demander encore plus de sécurité, plus tu vas demander encore plus de protection. Donc, il y a une espèce de cercle vicieux qui tend vers une sécurité maximale. Et moi, le sécurité maximale, c'est l'immunitaire pour moi. Et c'est ce qu'on a vu sur le Covid. C'est-à-dire que moi, j'avais fait un texte appelé Immunité partout, humanité nulle part. C'est de dire que si tu pousses à l'extrême cette logique immunitaire, tu n'acceptes plus qu'un virus, que du vivant, qu'un insecte, qu'une mouche, qu'une araignée haute à ton plafond, qu'un arabe, etc., viennent perturber ton sentiment de sécurité blanc, machin. Moi, sur la réaction, on pourrait parler d'Israël et Palestine, parce que moi, je suis totalement révolté par ce qui se passe. Je suis totalement révolté par la façon dont les médias français ont couvert cette guerre. J'ai trouvé qu'il y avait un parti pris pro-israélien hallucinant dans la couverture médiatique française, qui m'a extrêmement surpris, qui m'a extrêmement dérangé. Quand tu regardes la réaction israélienne à l'attaque du Hamas, aussi horrible soit-elle, aussi dégueulasse soit-elle, etc., et elle est dégueulasse, et elle est faite pour être dégueulasse, et elle est faite pour être terrorisante, parce que c'est aussi un peu les seuls moyens à disposition aujourd'hui des Palestiniens pour essayer d'avoir un impact dans cette guerre totalement asymétrique. Donc ils ont utilisé le terrorisme pour ça, comme dans beaucoup de cas. Quand tu vois la réaction, c'est une réaction non pas militaire, c'est une réaction immunitaire. C'est une vraie réaction immunitaire quand tu regardes. Et même les réactions discursives du ministère de la Défense, etc., de dire c'est des animaux, on va les traiter comme tels, etc., ils ont réagi comme s'il y avait des cafards dans la maison. Ils ont réagi comme s'il y avait des rats dans la maison. Et ils les exterminent comme des rats ou des cafards, etc. C'est-à-dire, ils les exterminent comme s'il y avait quelque chose de totalement révoltant pour eux, de totalement dégueulasse, que des Arabes puissent pénétrer en territoire israélien et tuer des gens. Donc c'est une réaction panique immunitaire qui leur fait faire n'importe quoi, qui n'a aucune rationalité en réalité, qu'on voit à l'œuvre, pour moi, dans la réaction israélienne. Et je trouve qu'il y a vraiment des analogies à faire dans la façon dont nous-mêmes on traite le vivant, dans la façon dont nous-mêmes on traite l'altérité, on traite les migrants, on traite machin. C'est-à-dire qu'on a maintenant des réactions immunitaires. C'est même plus de la sécurité, c'est qu'on supporte plus la moindre intrusion. Voilà. Et on supporte plus la moindre confrontation à ce qui n'est pas nous. Voilà. Et ce qui n'a pas de culture, ce qui n'a pas de... Donc, il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus. Et quand tu réagis comme ça, la liberté n'est même plus un enjeu. Parce que la liberté, c'est... Pour être libre, il faut des liens qui libèrent. Pour être libre, il faut accepter que les liens que tu vas tisser avec les gens peuvent te libérer, peuvent t'ouvrir. Et ne sont pas des chaînes, ou ne sont pas des dangers, ou ne sont pas des menaces, quoi. Et donc, il faut que tu sortes de la peur. Parce que se confronter à l'altérité, il y a toujours forcément de l'imprévisibilité, de l'inattendu, de la menace. Et moi, ma plus grosse source technocritique, je le dis à un moment donné, c'est que la techno
conjure l'altérité. Elle est construite pour faire du même avec du même. Voilà, elle est construite pour fabriquer l'identique. Et comme je dis, home et son biotope, c'est-à-dire que la maison, le technococon est son biotope. Et c'est l'horizon, c'est d'avoir un technococon le plus protégé possible, le plus choyé, le plus cajolé possible. Mais en faisant ça, on ne se rend pas compte de la violence et de la brutalité que ça implique pour des gens qui n'ont pas la possibilité d'être dans ce technococon. Donc une violence atroce par rapport aux migrants. Je veux dire, quand 30 migrants arrivent dans un pays qui fait 68 millions d'habitants et qu'on se pose la question de est-ce qu'on va les accueillir ou pas, on est dans une logique immunitaire absurde, criminelle, totalement ignoble, tu vois. Et c'est là qu'on est aujourd'hui, quoi, tu vois. Et une violence... C'est de la prophylaxie, c'est même pas autre chose, tu vois. Ouais. Et une violence à l'égard la moitié de l'humanité qui ne peut pas être dans ce monde et qui va subir facilement, les effets du changement climatique, les effets de la perte de la biodiversité, les effets de la pollution généralisée, et qui, eux, ne peuvent pas être dans le monde lisse que tu décris et qui des rectangles à bords ronds et qui renforcent les frontières sans arrêt. Tu écris « La frontière est l'autre nom de la peur ». Ouais, bien sûr. Ça m'a fait penser avec ce que écrit Fatima Wassak dans, me semble-t-il, Pour une écologie pirate. Et en fait, elle dit il faut abolir les frontières, il faut retrouver la liberté de circulation. Et en fait, le paradoxe de la situation actuelle, de ce technocapitalisme qui met les valeurs de la liberté au-dessus de la liberté individuelle, oui, bien sûr. Au-dessus de tout, c'est qu'en fait, elle conduit à un enfermement, à des frontières, à des mises à distance. Et donc, une mise à distance tellement brutale et tellement violente qu'elle est totalement inhumaine au sens traditionnel du mot. Et ouais, et tu vois cette chronique sur la frontière qui est assez courte, ou qui est vraiment, où je pars cette expérience du passage de la frontière en 2022, en temps de Covid, juste entre la France et les États-Unis, donc en deux pays libres, deux pays soi-disant civilisés, deux pays où il devrait y avoir une fluidité de circulation. Quand je vois le nombre de frontières, j'ai envie de dire administratives, le nombre de papiers, on arrive avec 30 papiers, je raconte le passage de frontières à l'aéroport, etc. Effectivement, on te prend les 4 empreintes digitales, plus le pouce, plus la biométrie, et tu te dis, je suis un être pacifique passant dans un autre pays pacifique, pas en guerre, sur 2 pays qui sont amis, puisque je suis invité par la Villa Albertine, donc... Et quand on voit ce qu'on me fait subir en tant que corps, en tant qu'esprit, le nombre de frontières qu'on m'oblige à passer, quand tu dis, je suis pas une altérité normalement pour un Américain, je suis pas un étranger normalement pour un Américain. Donc tu appliques ça, tu te dis Cisjordanie, tu te dis mur entre la Mexique et les États-Unis, tu te dis dans des cas où vraiment il y a une altérité, ou en tout cas considérés comme des étrangers, t'imagines la violence, la brutalité, le truc, tu vois. Et je le dis, c'est-à-dire que ce petit schéma presque bourgeois au bobo, où toi t'es agacé par le passage d'aéroport, en fait, c'est la norme de ce qui se passe ailleurs, mais la norme minimisée, miniaturisée, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on te prépare, et à la moindre difficulté, on montera les murs aussi haut qu'il le faut, les barbelés aussi haut qu'il le faut, tu vois. Et devoir opérer sur un tout petit espace comme l'aéroport, entre 2 pays amis, ces phénomènes-là, tu peux imaginer à quel point c'est d'une violence absolue en Cisjordanie, par exemple, tu vois. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et effectivement, c'est fondé, bien sûr, sur la peur. C'est la peur qui fait monter ces murs, c'est la peur... Tu sais, moi, je reprends ce truc très, très, très facile, mais je trouve très, très fort de dire... voilà, on a le choix soit de dresser des murs, soit de construire des ponts, quoi. On est dans une logique actuellement où dresser des murs est devenu la norme, quand même, tu vois, et politiquement, hein, je veux dire, voilà. Nous, on est des gens de gauche, etc. Donc, on tisse des ponts, on essaye d'égaliser les berges pour que le pont puisse passer, on essaye de mettre des piliers de pont pour pouvoir poser le tablier du pont, on essaye de faire que ça circule entre les 2 berges, etc. C'est pas du tout la tendance actuelle. Et fabriquer des murs, c'est plus facile que de faire des ponts, hein, ça, donc... Reporter, le quotidien de l'écologie. Alain Damasio, j'ai commencé l'entretien avec un de tes passages sur le sabotage. Et en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les voies ? Je vais pousser le bouchon plus loin encore. Kim Stanley Robinson, qui est un autre auteur de science-fiction que tu connais évidemment, dans le ministère du futur, décrit la situation écologique et inégalitaire invraisemblable dans laquelle on est, et dans le roman, assume des personnages qui vont tuer des gens, qui vont prendre les milliardaires en otage, qui vont faire exploser des avions, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que c'est la bonne solution. Moi, de toute façon, je
Je suis un partisan de l'action directe. Je considère qu'on subit de façon beaucoup trop molle et complaisante des actes d'une violence absolue, d'une agressivité absolue. Moi, je trouve que la façon dont ils nous font vivre, ils ne se posent absolument pas la question de ce que ça produit sur les gens. Et que, par exemple, je te prends la voiture autonome, l'exemple que tu cites à un moment donné. Pourquoi on doit accepter la violence de la voiture autonome et tout ce que ça constitue, tous les jobs que ça va faire perdre, tout le massacre écologique que ça implique, parce que ça multiplie les micro-déplacements pour les personnes riches, toute l'aberration que constitue la fabrication de ces voitures électriques, l'exploitation minière, l'exploitation du travail des enfants, voilà, l'impact sur la planète, etc. C'est juste dégueulasse. C'est juste imposer aux gens, aux citoyens, à la plus grande partie de la population, des choses qu'on n'a pas choisies. Donc moi, j'ai pas choisi ça, donc je peux parfaitement contre-imposer l'idée que ta putain d'usine, ta putain de bagnole, tu vas te la foutre dans la gueule. Enfin, tu vois, on va la détruire, on va l'empêcher de fonctionner, on va la saboter. Voilà, c'est des choses qui, moi, me semblent naturelles. Mais on est tellement dans un monde pacifié, on est tellement dans un monde où on subit, où on consent un ensemble d'aliénations, un ensemble d'agressions, etc., que quand tu dis ça, tu as l'impression d'être juste radical, énervé. Ah, vous êtes radical, Alain Damasio. Mais je suis pas du tout radical. Ce qui est radical, c'est ce qu'ils font, quoi. Ce qui est radical, c'est pas se poser la question de quel va être l'impact d'une voiture autonome sur le travail des enfants en Afrique, par exemple. Ça, c'est radicalement ignoble, c'est radicalement agressif. Et c'est radicalement violent. Donc, par rapport à ça, si on fait rien, on consent simplement à cette violence. C'est tout ce qu'on fait, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il faut pas consentir à cette violence et qu'il faut la stopper, il faut la saboter, il faut la brouiller, il faut utiliser tous les moyens dont on dispose, le hacking, les blocages, les occupations. Là, c'était super intéressant, San Francisco. Ils mettent juste des cônes sur la voiture et du coup, l'IA peut plus fonctionner. Il y a toujours des failles, quoi, tu vois. Et ces failles, il faut les utiliser. Voilà, c'est... Est-ce qu'il faut faire peur aux technocapitalistes ? Mais oui, mais bien sûr qu'il faut faire peur, mais sinon ils ne bougent pas. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que comment veux-tu que des gens qui bénéficient de tous les systèmes de domination possibles, qui vivent dans des villas somptueuses avec vue sur San Francisco, qui se déplacent en jet, qui sont validés et survalidés par les médias, par les gens, par l'admiration sociale, comment veux-tu que ces gens-là, ils changent de comportement si à un moment donné, ils sont pas confrontés à la peur, ils sont pas confrontés au fait de dire, il va peut-être m'arriver quelque chose à un moment donné. Peut-être que ce que je suis en train de mettre en place, il y a des gens qui vont me dire stop à un moment donné, tu vois. Et comme comme les médias ne disent pas stop, comme les États ne disent pas stop, comme les autres entreprises ne disent pas stop, c'est à nous à un moment donné de dire stop, quoi. Voilà. Donc moi, je trouve qu'il n'y a pas du tout assez d'action directe, il n'y a pas du tout assez d'action qui opère directement sur le problème. Voilà, c'est... Moi, je le dis, par exemple, je te prends le cas d'Amazon. Voilà, tu vois Amazon en France, mais partout dans le monde. Amazon, c'est très simple. Amazon, tu peux pas faire pire. Voilà. Aujourd'hui, tu peux pas faire pire écologiquement, tu peux pas faire pire au niveau des droits sociaux, tu peux pas faire pire au niveau de l'impact industriel, enfin, je veux dire, amener le commerce chez les gens, c'est une aberration logistique, c'est outrancièrement énergivore. Ça mobilise des tonnes d'emballages de carton, etc. Ça détruit les emplois, les vrais emplois conviviaux en centre-ville. C'est-à-dire qu'on sait qu'un emploi Amazon détruit en gros 3,3 emplois dans les centres-villes et ailleurs et dans les petits commerces. Donc dans des commerces tissés, dans des commerces, j'ai envie de dire conviviaux, humains, etc. On sait que l'évasion fiscale d'Amazon est une des plus vastes du monde. Donc, l'argent ne revient même pas aux États, n'est pas redistribué socialement. Enfin, tu peux analyser Amazon de n'importe quel axe écologique, social, technologique, etc. Tu arrives à une aberration et tu arrives à une boîte qui est pour moi une sorte d'incarnation de tout ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui. Et on continue à construire des entrepôts Amazon, on continue à les laisser fonctionner, etc. Moi, je veux dire, s'il y avait un mouvement révolutionnaire aujourd'hui, je pense que le premier objectif, ça serait de faire exploser tous les entrepôts Amazon. Ça serait la chose la plus saine à faire aujourd'hui, tu vois. Avant, j'ai presque envie de dire avant tout le reste, d'un point de vue, en tout cas, des attaques sur le technocapitalisme. Pour l'instant, ça n'a pas lieu. Il y a des mouvements comme Stop Amazon, il y a des... Et tu te dis, qu'est-ce qu'on fout, en fait, tu vois. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'on fout. Enfin, voilà, c'est à un moment donné... Mais on est éduqué dans un monde pacifié, confortable, sécurisé, choyé. Donc, prendre ces risques-là, plus personne est prêt à le faire, quoi, tu vois. Donc, aussi parce on subit, quoi. Enfin, on subit en grande partie, ouais. Parce qu'en face, il y a des appareils de répression de plus en plus élaborés, sophistiqués, méchants. Et ça, on le dit pas assez. Enfin, tu vois, c'est super intéressant de revoir l'histoire d'Action Directe, le mouvement Action Directe, tu vois. Dans les années 70. Ouais, années 70, début des années 80.
quand tu vois le nombre d'actions qu'ils ont pu faire avant que la police vraiment se mobilise, avant qu'ils soient même mis en prison, mais aujourd'hui, ils feraient l'esquisse d'une première action. Toi, ils tiraient sur des préfectures, ils tiraient... Il y a un nombre d'actions, il faut regarder, c'est incroyable. Hein. Je crois j'avais compté, mais il y a 10 ou 15 actions avant que vraiment il commence à avoir une mobilisation. Aujourd'hui, je veux dire, les gens, ils vont taguer une usine Lafarge, tu vois, en disant Lafarge, vous êtes lié à Daesh. Les gars, ils subissent une surveillance colossale. Tu vois, digne de l'Allemagne de l'Est, tu vois. Permise par l'intelligence artificielle et tous les instruments développés ah ouais, bien par sûr, le parce que le numérique, technocapitalisme. mais le couplage entre le régime de contrôle et le régime numérique, ça, moi, je trouve qu'on l'a pas assez dit. À partir du moment où le régime de contrôle, qui apparaît dans les années 90, commence à se coupler avec l'outillage numérique, ça devient une puissance de feu colossale. On n'a jamais atteint des degrés de surveillance, de contrôle et de finesse de contrôle. Je veux dire, on rigole. Moi, quand je pense à la RDA, je rigole. Quand je pense, tu vois, au système russe de surveillance des citoyens, on rigole aujourd'hui par rapport à ce qu'on est capable de faire avec les outils numériques. On n'a jamais été aussi loin. Tu vois, Dans l'imaginaire français, le mot de résistance est très compliqué parce que la résistance, c'est la résistance entre 1940 et 1944 contre l'occupant nazi. Est-ce que c'est pas compliqué d'employer le mot de résistance aujourd'hui? Qu'est-ce que veut dire la résistance aujourd'hui au système que tu décris et que tant de nous observons et subissons? Déjà, moi, j'aime pas rester juste sur la résistance, parce que la résistance, c'est considérer que malgré tout, le système va continuer à opérer et qu'il sera toujours dominant et qu'on a juste une capacité de limiter les effets négatifs de ce régime. Moi, je pense qu'il faut construire aussi des alternatives. Je pense qu'il faut proposer d'autres façons d'exister, de vivre, de se déployer, de s'alimenter, d'habiter, etc. Et qu'il faut montrer que ça marche et qu'il faut montrer que surtout ça rend heureux. Moi, je continue à dire qu'il faut battre le capitalisme sur le terrain du désir, et ça, c'est extrêmement difficile, parce que le technocapitalisme est fondé sur l'accomplissement des désirs individuels et des désirs les plus immédiats, les plus pulsifs. C'est l'acte d'achat, l'utilisation des services, la consommation culturelle, c'est des choses qui sont immédiates, faciles à obtenir, faciles à atteindre. Les désirs plus longs qu'il faut construire, c'est bien plus compliqué à mettre en place, quoi, voilà. Moi, je dis que pour battre le capitalisme sur le terrain du désir, enfin, j'essaye en tout cas, et c'est ce que je fais dans ma zone d'expérimentation aux Alpes-de-Provence, c'est-à-dire qu'on retisse au maximum les liens humains. C'est-à-dire qu'on essaie de retrouver une densité et une intensité des liens humains collectifs, et de montrer aux gens que ces liens collectifs, ils ont une force de libération. Ils ont une force ils t'accroissent, ils t'évastent, ils te rendent plus riche, ils te nourrissent, ils te donnent un sentiment de liberté, justement, alors qu'on nous vend en permanence dans le néolibéralisme que le fait que le lien c'est dangereux, que les liens c'est aliénant, que les liens c'est des chaînes, tu vois. Et cet imaginaire-là, il faut réussir à le casser en disant, non, un beau collectif, un groupe d'amis, un endroit où tu te sens bien avec des valeurs partagées, etc., c'est un extraordinaire moteur de construction, de subjectivation et de libération, tu vois. Donc c'est déjà mettre en place des lieux où les conditions d'existence, de vie permettent ça, ou redonnent de la puissance à ça. Voilà. Et après, tu as le lien avec le vivant. C'est-à-dire que, évidemment, on est héritier des coupures de la modernité, donc on a hérité de cette coupure avec la nature. Je pense que cette coupure avec le monde animal, avec le monde végétal, avec les biotopes, etc., a créé une espèce de dévitalisation très grande, qui nous a poussé aussi encore plus vers le technococon, qui nous a poussé encore plus vers des liens qui sont des ersatz de liens, mais qui viennent compenser ce déficit d'incarnation, quoi. Donc de revenir au corps, de revenir à ces liens, enfin tu vois, moi on fait des trucs très simples dans nos expérimentations. Nous, quand on fait les ateliers, je sors les gens tout le temps, tu vois. On randonne, on va voir les chamois, on va regarder les vautours fauves, on va se baigner à la rivière, on va être dans les vases quand on a froid, on a chaud, on va ramasser des champignons, on va cuisiner les champignons, tu vois, c'est des trucs tout simples, mais tous ces micro-liens, ce tissage avec le vivant, quand tu le reconstitues, tu rencontres les gens à la fin de la journée, il y a une énergie, il y a un bonheur, machin. Et les gens, ils repartent avec une pêche, tu vois. Moi, c'est le seul truc que j'ai envie d'entendre quand les gens repartent, ça va donner une pêche pas possible, quoi. Tu vois. Et je reviens avec cette énergie. C'est-à-dire quelque chose s'est revitalisé, mais parce que simplement on a tissé, on a remis les gens dans une sorte d'étoffe, quoi. Tu vois, de lien avec, encore une fois, avec le végétal, avec l'animal. Hein. Tu ramasses, tu cuisines, tu sens, tu vas en forêt, voilà. Et c'est ça, réanimer le désir, tu vois. Donc pour moi, je dis résister, c'est ressusciter le désir. C'est pas alerter, c'est pas même faire des bons livres, etc. C'est être capable de ressusciter le désir. Et d'un désir qui va dépasser ce que le capitalisme nous amène, lui, immédiatement, et de façon très bien construite depuis des années. Par la consommation, évidemment, tu vois. Mais c'est un putain de combat. Voilà, ça, c'est un sacré combat. Voilà.
Est-ce que retisser ces liens entre les humains et les chamois, les insectes, les plantes, avec le ciel étoilé, c'est pas une spiritualité qui s'oppose à celle que tu as décrite de Steve Jobs? C'est une spiritualité et c'est aussi des pratiques et des usages extrêmement concrets. C'est un savoir-faire, c'est tout un ensemble de micro-gestes, de micro-pratiques. Tu vois, là, nous, on dépend d'une coupe à fougère, tu vois. Comme on a une chaudière à gaz, on a décidé que les 2 couples qui vivaient dans le bâtiment, c'est-à-dire moi et ma famille, et puis une couple de maraîchers, on n'allait pas utiliser le gaz l'hiver, tu vois. Donc on a la coupe à fougère, on va couper le bois, on va le ramener, on va le tronçonner, malheureusement on le tronçonne pour l'instant. Tu le transportes, tu le mets tu vas sortir les cendres, etc. Tous ces actes-là, c'est très concret, c'est des gestes, tu vois. Mais pendant que je suis en train de porter mes bûches, les mettre dans le feu, ensuite sortir la cendre, etc., je suis pas c'est con, mais je suis pas sur la tablette, je suis pas sur le... Et je suis en train d'être avec la matière, tu vois. Je suis en train de manipuler de la matière et je peux te dire que quand tu coupes l'arbre, le hêtre de 90 ans, que tu le découpes et tout, quand tu le mets dans ton poêle, tu t'as pas le même rapport aux choses, tu vois. T'es pas juste en train de tourner le bouton d'un radiateur comme je le faisais à Marseille pendant 14 ans, où je tournais le radiateur dans mon immeuble de 17 étages, et puis je savais même pas ce qu'il y avait derrière, tu vois. Donc, oui, ça reconstitue une spiritualité, ou en tout cas un lien, mais c'est aussi très concrètement une corporéité qui est investie, ouais. En ville, comment on fait ça? Putain. En ville, t'as même pas le droit de faire maintenant des feux dans la cheminée, parce que tu balances des particules. En ville, c'est très compliqué. En ville, l'urbain conjure tellement tout rapport. Moi, tu vois, en ville, ce qui me fascine à chaque fois, c'est l'asphalte, quoi, de dire que j'ai plus de rapport au sol. Tu vois, je suis coupé du sol. C'est très con, mais d'être coupé de la terre et du sol en permanence, là où je suis constamment en rapport avec l'herbe, la terre, l'argile. Enfin, tu vois, rien ne me coupe du sol, sauf quand je suis sur mon carrelage de chez moi, tu vois. Mais dès que je sors, je suis constamment Et en ville, t'es déjà confronté à ça. C'est quand même un truc de malade, quoi, tu vois. Et on n'y pense plus, quoi, tu vois. On n'y pense plus, cette coupure. Donc c'est dur, hein. Enfin, moi c'est pour ça que je le dis souvent, mais c'est que j'ai l'impression que c'est dans les zones rurales que se jouent les nouvelles formes de résistance et de libération, tu vois. Et il y a un retour à la terre, comme il y a eu dans les années 70 un retour à la terre aujourd'hui. Il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des oasis, des tiers-lieux, des quart-lieux, ou des zones d'expérimentation comme au feu, ou des ZAD, il y en a quand même pas mal quand tu es en milieu justement rural ou à la montagne. Et tu te dis, c'est quand même là que moi j'ai l'impression que ça renaît, que ça se rejoue. Et ça, c'est sous les radars des médias évidemment urbains, qui sont la majorité des médias. C'est très peu vu. Et en plus, les zones ont tendance à pas parler de ce qu'elles font. Et même nous, finalement, on n'en parle pas beaucoup, parce que moi, j'ai pas envie qu'il y ait des pèlerinages et des machins, même si on essaye de faire venir le maximum de gens et de brasser le maximum de gens, et que ça soit un lieu vraiment de transformation politique et de brassage. T'as pas envie que tout le monde débarque sur ton truc, mais ça existe, voilà, ça existe, et moi, l'espoir, il est là, quoi. Il est là. Il est dans ces zones rurales-là, dans ces expériences-là, et moi, je trouve qu'on manque de ça, de zones d'expérimentation. Donc nous, on a appelé ça la ZEST, parce qu'on a fait zone d'expérimentation sociale, terrestre et enchantée, tu vois, c'est-à-dire écologie, art et politique. Mais je pense qu'il devrait y en avoir partout. Enfin voilà, des zones autogouvernées, des zones où, comme je disais, des zouaves dans les furtives zones où apprendre à vivre ensemble. Enfin, il y a 10 000 façons de le faire. Mais j'aime bien l'idée de zone, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas un domaine, c'est pas une communauté, c'est pas un habitat partagé. C'est beaucoup plus ouvert que ça. Une zone, ça veut dire qu'il n'y a pas de frontières, justement. C'est juste un truc qui rayonne, qui s'étend. Tu sais pas où ça commence, tu sais pas où ça finit, c'est une zone, tu vois. Et j'aime beaucoup ce terme de zone. Et je pense que c'est ça dont on a besoin. C'est pas c'est pas des communautés, c'est pas du tout ça. Enfin, moi j'ai dit tout de suite, on fait pas une communauté, ça m'intéresse pas. C'est pour habiter avec des potes, bah oui, je peux habiter avec des potes, mais c'est pas ça que je veux faire, quoi. Je veux que ça partage, je veux que ça traverse, je veux que ça brasse, je veux que les gens viennent et repartent, ils amènent leur richesse aussi, donc on accueille les groupes militants, on fait beaucoup de choses. Mais voilà, tout ça c'est pour faire pendant au techno-capitalisme justement, et à son économie de désir qui est ultra puissante et qui est très difficile à combattre. Alain Damasio, merci. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net/dons. Reporter. Le quotidien de l'écologie.